Messieurs, il est l'heure d'accueillir notre invité, ancien directeur technique national puis sélectionneur du Maroc. Il remplace Eric Guéretz. En septembre 2012, qualifie les Lions de l'Atlas pour la CAN 2013. Passé aussi par les plus grands clubs marocains, le Raja Casablanca, le Wydad, Rabat. Merci d'accueillir monsieur Rachid Taoussi. Bonjour. On se dit bonjour. Franck. Bonjour, ça va? Coach. Manuel. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue dans le vestiaire. Oui, nous sommes dans le vestiaire. C'est un bon cadre. Exactement. Avec les mondialistes. De la place, t'as vu? Un grand attaquant. Ouais. Un endroit que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez, Rachid, pour nous, une petite anecdote de vestiaire pour commencer? Je veux premièrement rendre hommage à un grand homme avec qui j'ai vécu et j'ai appris. C'est Henri Michel. Et Donc vous avez été l'adjoint, Rachid? J'étais l'adjoint pendant 4 ans, 95 jusqu'à 99. Quand il est devenu sélectionneur, bien sûr, et avec un conseiller comme Michel Hidalgo. À l'époque, c'est un grand hommage à ce grand monsieur. C'est qu'il me faisait confiance. Il a vu aussi comment se comporter. On était très, très, très proches. Et je me rappelle toujours les mots qu'il me disait. Parmi les mots, je te fais confiance. Fais ce que tu veux. Et on avait de grands joueurs à l'époque, tel Nebet, tel Hadji. Et il m'a dit, il y a un défaut chez toi que je n'apprécie pas. Tu ne fais pas la troisième mi-temps avec moi. Kanté, on dit toujours qu'il a 4 poumons et 2 cœurs, mais il a surtout un cerveau. C'est que le garçon, il ne se déplace pas n'importe comment. Il lit parfaitement la lecture de jeu de l'adversaire. Pourquoi il récupère autant de ballons? C'est parce qu'il anticipe à chaque fois. Tout. Et il élimine à chaque fois les options de l'adversaire pour essayer de se positionner le mieux possible pour récupérer le ballon. Et c'est pour ça qu'il est excellent dans son domaine. C'est plus difficile parce que c'est au cœur du jeu, c'est au milieu de terrain. Ouais. Quand tu es derrière, tu élimines quelques espaces qui te permettent de réduire un petit peu les options de l'autre. Lui, il est en plein cœur du jeu. Il se trompe, mais rarement. Tu le vois qu'il est toujours positionné, toujours debout. Donc ça veut dire qu'il n'est pas à la limite, donc il n'est pas obligé de tacler, mais toujours debout. Et c'est un phénomène. Moi, je dis aux jeunes qui aiment le football, parce qu'on regarde les options offensives, mais si regardez, bloquez-vous un quart d'heure sur N'Golo Kanté. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on le voit. Après ça, regardez, hop, petit coup à gauche encore une fois, petit coup à gauche encore une fois. C'est-à-dire que là, il y a un problème qu'il veut régler. Le ballon arrive, et d'un seul coup, il va accélérer. Ça, tu penses que c'est acquis ou inné? Parce que est-ce qu'à quand il le faisait déjà? Alors, défensivement, je pense que c'est inné. Je pense que le poste est important aussi. Ou tu penses qu'il a progressé là-dessus depuis qu'il est en Angleterre? Je pense qu'il a progressé aussi, mais il y est. Il a eu ça. Offensivement, je pense que ça se travaille. Moi, je l'ai travaillé. J'ai eu la chance, j'ai eu un papa qui a énormément travaillé sur la vision du stade de Reims, à l'époque de 58, puisqu'il s'entraînait avec Copa Fontaine. Et il travaillait en 4-4-2 à l'époque. Alors, il a joué avec Akesbi, hein? Akesbi, le Marocain. C'est possible, il était très très jeune. On travaillait sur la prise d'information et l'ouverture que tu peux avoir. Périphérique. Donc périphérique. Donc tu reçois le ballon et on le voit. Qui j'ai vu faire ça, et j'en ai parlé avec Christophe, avec Dugas, Anguissa qui joue dos au jeu à chaque fois, qui ne voit pas et qui ne sait pas ce qui se passe. Et on l'a vu, ça a été criant par la finale de la Ligue Europa. Il reçoit le ballon, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors il peut le faire comme ça, mais jamais il pense que s'il s'ouvre un petit peu en recevant le ballon de côté, faire contrôle pied droit, passe pied gauche, c'est plus facile que si tu fais ça, puis qu'après tu vas tourner et que tu vas essayer de contourner. C'est peut-être là où il rate son contrôle. Il y a de ça, aussi, parce qu'il est un peu perdu. Ouais. On a des joueurs comme ça qui sont des très bons joueurs et qui, moi aussi j'ai l'impression, permettent pas à une équipe d'accélérer. Je pense à Thiago Motta. À Paris, quelquefois, où tu te dis, il a une qualité technique extraordinaire, c'est un des meilleurs joueurs, il perd jamais un ballon. Mais quand il est sur le terrain, j'ai l'impression que le PSG dort. Tu trouves pas qu'il accélère par sa qualité de passe? Quelquefois, mais rarement. Alors, s'il y a Verratti et lui, c'est encore pire, c'est que ça a fait des petites passes, tac, 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 et là tu peux être couché, tu reviens 10 minutes après, ils sont toujours en train de faire des passes. Ah, ils perdent pas le ballon, technique extraordinaire, mais dans la transition... Ben là, je trouve qu'il y a un problème. Enfin, moi, ça a toujours été mon problème. En plus de cet esprit un petit peu tordu où je vais te faire croire que je suis un joueur propre alors que je suis légèrement pourri sur les bords.
Qualifié pour la Coupe du Monde donc en Russie, une première depuis 20 ans pour les Marocains. On a vu ce 11 type Rachid. Ce sera le groupe B pour les Marocains, le poids lourd, l'un des favoris de la compétition, l'Espagne, le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Maroc donc et l'Iran. Ça commencera par un Maroc-Iran le 15 juin à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous pensez, quel regard vous portez, Rachid, sur cette jeune génération marocaine? Je pense à Hakim Ziyech, à Amin Harit. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs-là qui font leur premier pas dans une grande compétition avec le Maroc? Alors, premièrement, il faut tirer un grand chapeau à Hervé, c'est qu'il a fait à cette équipe, il a métamorphosé, surtout sur le plan psychologique, puisque le problème de l'équipe nationale, c'est qu'il n'y avait pas un groupe solide. Et lui, avec sa façon, il a travaillé sur ça. Et je crois que la preuve est là, l'équipe elle est qualifiée, il a fait ses preuves, ils ont gagné presque tous les matchs. C'est une équipe sur le plan défensif, elle est imbattable. Ouais. C'est très important, avec un gardien de but, puisque dans la Coupe du Monde 98, ce qui faisait défaut à l'équipe nationale, c'est le gardien de but. Puisque le gardien de but qui a fait toute la préparation, ce n'est pas lui qui était titulaire. Mais maintenant, on a vu un gardien du but formé à l'espagnol. Il doit y avoir une grosse attente du Maroc après 20 ans. Oui, très important. Le point important, c'est que le premier match, c'est Espagne-Portugal. Oui. Et donc, c'est rien qui perd. Donc, je pense le Portugal. Et que le Maroc gagne contre l'Iran. Ça peut être une pression terrible. Tu la sens pas, l'histoire, belle? Moi, je la sens belle. Je la sens aussi en 86, on a gagné le Portugal 3-1. Et nous, si on arrive à passer le premier pas, c'est contre l'Iran. C'est pour nous, le deuxième match, ça sera un match de la vie ou de la mort. Ça va être extraordinaire. Très important. Mais je crois qu'on a un groupe, on a des guerriers plus importants. C'est quoi les points forts et les faiblesses de cette équipe ? Comme j'ai dit, au niveau défensif, on est solide. On a parlé du gardien de but, de Mehdi Benatia, de Nabil Derar, et maintenant d'un grand joueur qui joue au Real Madrid, qui a remporté la Coupe, c'est Achraf Hakimi. Et de Romain Saïs, que j'ai eu l'occasion le premier à l'avoir sélectionné, je l'ai vu dans la liste, Romain Saïs, quand il jouait, je pense, à Angers à l'époque. C'est vous, l'ancien Angevin. Oui, et le premier match qu'il a joué avec moi, c'est contre le Togo à Casablanca. Et ça me fait plaisir de voir tous ces jeunes-là maintenant, leur progression. Et avec Hervé qui a pu aussi faire sortir le maximum et on voit leur performance maintenant qui est très importante. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a de bons joueurs en milieu de terrain et en attaque. Et il s'agit en l'occurrence de Ziyech qui joue à Ajax. Et bien sûr, Boutayeb, malgré que comme Leboeuf, il est critiqué pour sa nonchalance et tout ça, mais il marque des buts. Oui. Il marque des buts, c'est très important. Pour un avant-centre, c'est les statistiques qui parlent. Hein. Et les faiblesses, c'est quoi de cette équipe ? Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de faiblesse. mais je crois que la Coupe du Monde, c'est une dimension nouvelle pour Hervé. C'est sa première Coupe du Monde. C'est le haut niveau du haut niveau, si on puisse parler. Ce n'est pas comme la Coupe d'Afrique. Mais je crois que, comme on le fait toujours, comme il a fait toujours, c'est que il faut y aller step by step, match par match. Il ne faut pas oublier que l'Iran aussi, même si on peut dire qu'il est outsider, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe-là. Rachid ? Oui ? Le grand absent de cette liste des 23, c'est Sofiane Boufal, qui est dans une situation délicate cette saison à Southampton. Il n'a pas été appelé par Hervé Renard pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux de la part du sélectionneur ? C'est à l'image de son club, Southampton. Et c'est aussi, bien sûr, à cause de la blessure qu'il a eue, que ça a duré. Et ça agit aussi sur sa performance. Même quand il est revenu, il n'est pas revenu à sa performance quand il avait à Lille et quand il avait au début avec Southampton. Je pense que c'est ça. Et comme, bien sûr, Hervé, il a fait le maximum pour le faire revenir. Mais je pense qu'il a été logique. Mais ça ne veut pas dire qu'il est exclu d'une façon définitive, puisque la Coupe du Monde va terminer. Mais Boufal étant jeune, et je suis sûr que quand il va revenir à sa performance, il va revenir en équipe nationale. C'est une saison pourrie en tout cas pour lui. Ouais. En fait, c'était un des rares joueurs talentueux capables de faire la différence, de peser sur un match.
Et il avait une technique aussi, il a une technique, mais aussi un caractère que la plupart des joueurs à Southampton n'ont pas. Et lui, c'est un peu un électron libre. Et je pense qu'il il s'est vite retrouvé dans des problèmes avec le reste de l'équipe par rapport à ce que tu dois faire sur un terrain contre en Première Ligue. Les attaquants ne sont pas là que pour attaquer. Je veux dire, il y a une intensité qu'il faut que tu mettes également dans les matchs. Quand Claude est parti aussi, il s'est pris la tête avec Mark Hughes. On voit ce but qui a été élu plus beau but de la saison. C'est une petite consolation pour Sofiane Boufal, c'était contre West Brom. Donc il y a cette chevauchée, plus beau but de la saison en Première Ligue. Je pense qu'après, ses relations se sont durcies avec l'entraîneur. Il s'est exclu par son comportement parce qu'il s'est pris sérieusement la tête avec Mark Hughes. Donc moi j'ai l'impression que c'est un artiste entouré de besogneux à Southampton. Et je trouve que c'est à l'image de cette équipe de leur saison. C'est une équipe qui pour moi n'aurait jamais dû lutter pour ne pas descendre cette année. Et quand tu vois le nombre d'entraîneurs qui sont passés en l'espace de 4 ans à Southampton, pour moi, tu as peut-être la réponse à ta question, la stabilité, qui n'est pas la priorité de Southampton, à la fois dans la vente de leurs meilleurs joueurs chaque saison, puis aussi sur la valse des entraîneurs. Donc je pense que Boufal en a été victime également. Après je ne connais pas Sofiane. On suit la Première Ligue, on entend beaucoup de choses. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande propension à se fondre dans un groupe. Ouais, il a eu ces réflexes-là, justement, à chaque fois qu'il avait son temps de jeu à Southampton. D'ailleurs, cette action-là l'illustre parfaitement. Il oubliait constamment ses partenaires. Je me rappelle des fois des prises de tête avec ses coéquipiers sur le terrain. Les mecs lui disaient « tu peux passer le ballon ». Il me rappelle un peu Hatem Ben Arfa aussi. Talentueux ballon-pied, capable de faire la différence. Ouais. Mais le mec, il rentre sur le terrain, il joue sa partition, il ne s'occupe pas beaucoup de ce qui se passe autour de lui. C'est pas un sport collectif pour lui. C'est pas un sport collectif. C'est tout le problème, la difficulté de former un groupe. C'est-à-dire que tu dois être capable d'avoir des remplaçants qui ne vont pas se démobiliser parce qu'ils savent qu'ils ont été remplaçants. Donc il faut bien les choisir. On parle du Carabio depuis cette semaine. Est-ce que Didier Deschamps n'avait pas pressenti ce qui allait arriver s'il l'avait pris et qu'il ne le mettait pas sur le terrain en tant que titulaire, le mec aurait peut-être été démobilisé. Et il a prouvé qu'en étant que réserviste, il était capable de foutre le bordel. Donc c'est vraiment difficile de créer un groupe. Alors est-ce que la Pologne avait le choix des individus? Un peu moins qu'avec l'équipe de France, je pense. Mais c'est là où Didier a pléthore de choix et a dû faire attention avec Guy, Stéphane et tout le staff technique, à bien choisir les joueurs. Un Thauvin ne va pas te poser de problème. Je suis sûr qu'un Pavard ne va pas te poser de problème. Ils ne vont pas être démobilisés. Ils attendent qu'une chose, c'est jouer peut-être quelques minutes. Et s'ils ne jouent pas, ils ne te poseront pas de problème. Ils vont être présents, ils vont être bons potes, ils vont faire partie du groupe. C'est super important pour bien vivre. Parce que s'il y a une merde, il faut que le mec soit là, quoi. Manu, est-ce que vous avez senti est-ce que vous avez eu la sensation, plutôt en 2002, d'avoir perdu aussi de l'énergie dans ces matchs de préparation? Est-ce que vous avez noté un vrai changement dans le vivre ensemble, dans le bien vivre ensemble, en termes d'ambiance entre 98 et 2002? Pour bien vivre, on a bien vécu en Corée. Il n'y a pas eu de changement d'ambiance? On a bien mangé, c'était sympa le voyage là-bas. Non, mais le dernier match contre la Corée, 5 jours avant le premier match contre le Sénégal, nous a tués. Mais par rapport à quoi? Excès de confiance? Parce que non, pas du tout. Fin de cycle. Fin de cycle. On était en fin de cycle. Il y avait des joueurs qui avaient énormément joué de matchs. En comparaison aux Sénégalais, on avait fait nos propres statistiques. On était au double de matchs en moyenne. Et ils nous organisaient un match 5 jours avant contre la Corée, qui était... On peut le dire, ils étaient chargés comme des mulets. Toute la Coupe du Monde, ils finissent 3e, on les a pas vus avant. L'année d'avant, on les bat 5-1, et d'après, ils n'existaient plus, les mecs. Tu vois, donc bon, 5 mois de préparation. Plusieurs mois de préparation. Ouais. En plus, avec, je ne sais plus qui c'était, c'est le Hollandais. Néerlandais, je crois. Néerlandais. Mais, et on perd Zizou. Sur ce match-là, on avait perdu déjà Robert pendant la saison, on perd Zizou. On ne peut pas chercher des circonstances atténuantes. Mais demande à l'Espagne de perdre 2 de ses meilleurs joueurs, ou la France de perdre Mbappé et Griezmann, et puis vois ce que tu proposes, ce que la France va nous proposer sans Mbappé et Griezmann en Coupe du Monde. Robert se baisse aussi à ce moment-là? Non, avant. Avec Arsenal quelques semaines avant. Et on n'a jamais pris, les journalistes n'ont jamais pris en considération que tu perds tes 2 milieux de terrain. En 86, tu perds Maradona et Borruchaga, tu vas voir si l'équipe d'Argentine est championne du monde. T'es 2 plus créatifs en plus. Oui, perd Platini et Giresse en 84 au championnat d'Europe. Même en dehors de ça,
Moi, Après, on n'a pas été bon. Faut pas Non, non plus. non. C'était. Et en plus, vous étiez l'équipe à battre aussi. Exactement. Oui, hein. bah Il y oui, avait pas que effectivement, Vous ça. étiez l'équipe à battre. Et puis le Sénégal a fait un super match. Champion du monde, Coupe bien d'Europe et tout ça, c'est. Ouais. hein. Non, mais il n'y avait rien dans- pour nous, comme il y a eu tout pour nous en 98. Dans la Et en préparation, plus, dans sur le tout. plan psychologique, c'est dans l'inconscient. Vous On avez était tout, vous fracassés. avez tout eu. On était fracassés. Vous avez tout eu. Non, mais c'est C'est-à-dire, pas ça, parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose, parce qu'on avait été capable de le faire pour le championnat d'Europe, de prouver que Mais vous n'avez pas l'énergie. on appelle champion du monde. hein, vous n'avez pas l'énergie. On n'avait pas l'énergie. On commence la Coupe du Monde 15 jours avant, parce qu'à cause de la mousson. Ouais. Donc, préparation tronquée. Et la preuve en est, c'est que la plupart des équipes, à part le Brésil qui avait vraiment un groupe facile et l'Allemagne, les autres ont plongé, mais ont explosé en plein vol. C'est terrible à dire, mais il est tout seul. Et à la fois, je peux dénoncer le fait que ses partenaires ne l'aient pas entouré, et à la fois, je peux comprendre que les mecs, ils ont une perte de glandes parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils ont perdu parce qu'il y a eu une défaillance de un joueur. Et malheureusement, bien sûr, le gardien, parce que le gardien, quand il se plante, quand il se trouve, bah, ça se voit. Hein, C'est une équipe, au final. ouais, c'est une équipe, mais on sait très bien que le football, c'est fait de plein d'individualités et que c'est un sport individuel, c'est une situation individuelle dans un sport collectif. Quand on joue la finale de la Coupe du Monde France, en France contre le Brésil en 98, ma hantise, c'est ça. Ma hantise, c'est de me trouer et de porter toute la responsabilité d'une défaite nationale. Et tu peux pas te cacher. Il faut assumer ton rôle, il faut y aller et se dire que s'il y a un bon Dieu, ben, que ce soir-là, il soit avec toi. Et définitivement, il n'a pas été avec lui. Parce que tu essaies de trouver des circonstances atténuantes à ces gestes. Le premier, il pense que Benzema n'est plus dans l'action et il la joue tranquille. Boum, tu morfles. Le deuxième, une frappe de Bale, il veut absolument la bloquer parce qu'il perd 2-1 et qu'il veut récupérer le ballon. Au lieu de la puncher, là, je sais pas comment on dit, la boxer, et il se trouve. Et là, tu dis... Et moi, quand je vois le troisième but, je dis, oh, le pauvre gamin. C'est parce que, comme tu l'as dit, Ludo, c'est toute sa vie. S'il n'y a pas d'autre chose, s'il n'y a pas une autre finale de Coupe de Ligue des Champions, ou une finale parce qu'il y a, je sais pas, Neuer qui est blessé, ou l'autre, qui, je sais pas s'il est troisième gardien, et qui a la chance de jouer une finale et de la gagner, il n'y aura rien dans sa vie pour récupérer ça. C'est un truc de dingue. On ne s'en rend pas compte, mais le sport peut être la plus belle chose au monde, et la plus terrible chose au monde, c'est que ce gamin, il est blessé à vie dans son cœur. 110 km/h, la frappe de... Ah, bah, demande-lui comment il est. Ouais, Comment il est. Et tout dans d'accord. 10 ans. Regarde certaines personnes. Il y a eu certaines personnes qui ont eu des trucs. Et on a vu... Ah, on parle d'autre chose. Jean-Jacques Edli. On a fait un vestiaire avec lui, spécial Marseille. Le mec, dès qu'il parle de l'affaire VOM, il pleure. Oui, Et c'était il y a 30 ans. Mais c'est ce que je veux dire. C'est d'autres choses. Hein. Ouais, mais, exactement. L'affaire OM, c'est pas Alain de Giresse, bord en finale Alain de Giresse, Coupe quand il d'Europe. regarde 82, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête à 3-1. Il arrête à 3-1 parce qu'il a toujours mal. Il prend un coup de poignard à chaque fois qu'il voit les Allemands revenir au score. Lui, toute sa vie, il ne pourra jamais regarder cette finale de Champions League. Mais les gars, Jamais de sa vie. C'est l'apanage de tout sportif de haut Oui, non, niveau. mais après, bien sûr. Mais Tu prends des coups, tu mets un genou à terre, tu te relèves, tu avances. là, je ne suis pas sûr qu'il se relève. Oui, mais justement, c'est d'autant plus frustrant dans la mesure où il avait gagné son duel, son face-à-face avec Mignolet durant toute la saison. Il a fait quelques parades en Et en plus début de pendant match, il ce est bon. match En début de match, il est bon. face au Real Madrid. C'est pas vraiment ça, Manu. C'est pas vraiment par rapport à lui, parce que lui aura sûrement les ressources mentales peut-être pour se remettre de ça. Les C'est autres. derrière l'image est-ce qu'un club derrière ils vont sûrement c'était en pourparler aura avant le match qui cherche un nouveau gardien. Si tu es en fin de contrat à Liverpool, est-ce qu'il y a un club de ce niveau-là qui remise sur On toi? aura un début de réponse, je pense, durant le mercato, mais comme il avait gagné son vis-à-vis avec Mignolet, qui est quand même, qui était un gardien aussi intéressant, même s'il était aussi sujet à des bourdes monumentales certaines fois, Karius aussi, et il avait fait des sorties probantes ces derniers mois, et qui avait convaincu Klopp que c'était le numéro 1 dans les buts. Donc moi, je reste persuadé que c'est la beauté de notre métier dans le football, c'est-à-dire que tu peux être un loser et 3 jours après être un héros. Ouais, from zero to hero. Voilà, et inversement. Et c'est continuellement comme ça, c'est toujours une remise en question perpétuelle. Alors, Ouais, mais moi, ce que je regrette, et là, je vous rejoins, c'est qu'une carrière de joueur, dans l'imaginaire des gens, des supporters de football, d'une façon générale, elle se réduit à des images, à des trophées,
Et on se réduit justement alors que nous, on l'a vécu complètement différemment. Bien sûr que, un exemple, moi on me parle toujours de la Coupe du Monde 98. Bien sûr, c'est l'apothéose de ma carrière, individuellement et collectivement. Mais j'ai fait des choses aussi magnifiques en dehors, dans certains clubs. Comme j'ai eu aussi des moments ou des matchs où j'avais l'impression d'être seul au monde, quoi. Mais avant de connaître justement ces émotions extraordinaires, dans le bon sens du terme, j'avais connu aussi des moments extraordinairement pénibles et négatifs avec l'équipe de France, notamment avec 93. Donc je me dis, c'est jamais inscrit dans le marbre. C'est ça la beauté de notre métier, c'est qu'on a la capacité, nous, de changer ce que les gens Non, mais pensent les gens sont cruels. Les gens sont cruels. Les réseaux sociaux qui nous tu menacent joues pas de mort. pour les gens. Non, mais c'est pas que ça. Les gens se permettent des réflexions. Moi, j'ai fait une grosse couille un jour où je fais une transversale à Marseille contre le PSG et je la fous en plein sur la poitrine de Ronaldinho qui part direct en contre et qui va marquer sur un classico à Marseille. On te le rappelle encore aujourd'hui? Bien sûr. Alors, moi, dans les classicos. Oui, mais j'en ai rien à brère. Hein. Mais le supporter de base lambda, qui n'est pas ni supporter de Marseille, de Paris Saint-Germain, non, mais ça rappelle même plus. Moment, voilà, c'est ce que je te dis. Plus, mais t'es à Marseille ou t'es à Paris, les mecs t'en parlent et puis ils sont contents de t'en parler parce qu'ils ont l'impression de te faire du mal. Bon, j'ai quand même fait d'autres choses dans ma vie qui ont rattrapé ce coup-là et surtout que je les avais faites avant. Mais rappelle-toi, ce joueur colombien qui a marqué contre son camp en 94, qui a fini par se faire tuer. Parce qu'il a marqué un but contre son camp. Là, les menaces de mort que ce pauvre garçon reçoit, il a quand même pas fait exprès de couler Liverpool, quoi. Il a joué un match de foot. On est dans une exagération qui laisse penser qu'on va lui remettre un coup de poignard pendant toute sa vie sur ce match-là, s'il n'y a pas autre chose pour compenser. C'est ça qui fait. Ginola, 93, l'exocète de Gérard Rouillet, eh ben putain, 20 ans après, on lui en parle à chaque fois, quoi. On lui remet un coup de poignard à David. Oui, mais ça ne l'a pas empêché d'être élu meilleur joueur de la Première Ligue 4 ans après. D'accord, mais moi j'ai été chez lui un matin, je me rappelle, pour un café, où Houillet parle de ça et où il dit je vais porter plainte. Et tu vois que le mec, il est toujours là. Il est toujours resté 20 ans en avant.